Euh, Tenaxia, c'est un cabinet de conseil en organisation et tout ce qui est système de management de la qualité. On accompagne les entreprises à traiter leurs problématiques en matière de la qualité, sécurité, environnement. Et je suis très content d'avoir Aurélien avec nous, mon partenaire en tout ce qui est digital, donc la solution digitale qui est HSE, qui est un partenaire de Tenaxia. Il y a un Certi Trust qui se joint à nous en tant que partenaire. Donc, nous avons réfléchi ensemble d'organiser des webinars pendant cette période de confinement, parce qu'on a jugé que cette période, c'est aussi un moment de réflexion, un moment de partage sur des sujets d'actualité, mais aussi c'est des sujets qui ont en relation avec cette situation que nous vivons aujourd'hui. Au départ, on a traité un thème relatif vraiment au cœur de sujets d'actualité, surtout avec la crise actuelle, qui est le plan de continuité d'activité. Donc, c'était un webinaire auquel on a parlé sur c'est quoi un PCA, quelle est la norme de 22301 qui donne un guide de la mise en place d'un plan de continuité d'activité. D'ailleurs, on organise la semaine prochaine une formation de lead implémentaire ISO 22301 pour les gens qui souhaitent développer leurs compétences et certifier leurs compétences en la matière. Et par la suite, on a fait un webinaire sur la problématique RSE parce que on a constaté que pendant cette période de, COVID, de crise et de Covid-19, beaucoup d'entreprises se sont manifestées solidaires. Et donc, on s'est dit que c'est le moment de démystifier ce concept de RSE, parce que c'est un concept qui est nouveau et on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. Donc, on voulait partager ça avec nos clients, nos partenaires et voilà, toute la communauté. Et aujourd'hui, c'est un thème qui est vraiment... On est tous convaincus qu'aujourd'hui, le digital a joué son rôle pour régler beaucoup de problèmes pendant cette période de confinement. Et donc, le digital et c'est vraiment le cœur de l'actualité, le cœur des problématiques, de discussion, d'échanges. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé de faire ce webinaire en partenariat avec mon ami Oussama Choubaï, qui est vraiment un expert en transformation digitale. Il va se présenter tout à l'heure. Et mon partenaire Aurélien, que je remercie d'être là. Et bien évidemment, un grand merci pour toi, cher ami Hazim, d'avoir accepté pour modérer ce webinaire. Donc, merci à vous, merci à tous les participants qui sont déjà là, les autres qui sont en train de nous rejoindre. Et je vous souhaite un bon webinaire, plein d'échanges, plein d'expériences qui va être, je dirais, partagées. Et voilà, merci, c'est Hazim. J'espère que j'étais pas lent. Non, c'est cool, c'est bien, mais tu allais mettre un slide, ça me va très bien. Le slide que tu allais mettre est parfait, qui a disparu. Ben, tout de suite. Et en fait, ça nous permettra de profiter au mieux de cette réunion. Enfin, juste après, s'il te plaît. C'est qu'on se mette d'accord sur quelques règles. Évidemment, tout le monde a l'habitude aujourd'hui, depuis 2 mois maintenant, d'être en réunion à travers Meet, Teams, Zoom, Skype. Je ne sais pas si j'en oublie, mais nous sommes devenus très, très familiers de ces environnements. Donc, vous le savez, la première des choses, c'est que tous les micros sont en mute, sont en silencieux. Ça nous permettra évidemment de profiter au mieux de l'expérience de nos amis Oussama et Aurélien. Si jamais par inadvertance, si jamais le micro n'est pas coupé à un moment donné, ce que nous allons faire, c'est qu'on va le couper en fait. On va forcer le micro pour qu'il soit coupé pour ne pas déranger les autres. Alors, je vous suggère également que vos caméras soient désactivées. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous voir, évidemment,
mais c'est surtout pour la connexion. Maintenant, si vous êtes à l'aise, si vous avez une super connexion et que vous pensez que, que, que la, que la qualité ne sera pas, on va dire, bousculée, vous pourrez garder vos caméras évidemment. Et par rapport aux questions, on a décidé et ça s'est bien passé les dernières fois, de ne recevoir les questions qu'à travers le chat. Et donc, nous allons les récolter et les reposer. Moi-même, je vais poser vos propres questions au fur et à mesure, s'il le faut les regrouper. Et voilà. Et ce sera dans un deuxième temps. Voilà. Oussama, Aurélien, ça vous va comme organisation? C'est parfait pour moi. C'est bien pour moi aussi. Je te remercie, mon cher Kazim. Est-ce que moi, je t'entends pas? Pardon, tu as du mal à m'entendre? Ça va mieux là? Kazim? Vous m'entendez aussi? Oui. Je dois avoir un problème de son. Est-ce que tu m'entends mieux ainsi? Voilà. Là, je vous entends. Très bien. Donc, je suppose que la réponse de Oussama et d'Aurélien, c'était super. Ces règles, on va y aller. C'est exactement ça. Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter d'abord qui sont. Heureusement pour nous, tous les deux sont des ingénieurs. Personne n'est parfait, désolé. Aline, j'ai vu qu'on voit le cas et les apports, tout ce qui est QHSE. Et Oussama, lui, il est parti de la vite ainsi. Et en fait, il active pas les entreprises dans la processus de digitalisation. Donc, je connais l'un et l'autre. Chacun de deux va nous apporter pendant de son entreprise. Donc, on a la chance de vous avoir tous les deux. Merci beaucoup. Et alors, moi-même, je dirais juste un mot. Je suis directeur général de Cash Plus. C'est un établissement de paiement qui opère donc dans le compteur d'argent, etc. au Maroc. Et en fait, je viens d'abord pour apprendre notre webinaire. C'est-à-dire que je suis d'abord venu pour je poserai des questions assez naïves à nos deux experts par rapport au processus de digitalisation. Donc, pardonnez-moi si je pose des questions qui paraissent évidentes. J'entends qu'il y a un problème de son. Je dis qu'il y a un problème de son. Je ne sais pas si vous confirmez. C'est bon, Oui. c'est bien exprimé. Il y a un problème de son? Oui. Ça va? Et qui s'est beaucoup amélioré, il faut dire. Oui, oui. D'accord. Je voulais profiter d'une question que je voudrais poser d'abord à Oussama. Comme ça, je vais m'occuper de temps. Et en fait, la première acte qui est posée, c'est de la révolution digitale. En fait, ce terme de révolution me paraît être un gros mot. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de révolution? Est-ce que c'est juste par rapport au Covid uniquement? Pourquoi maintenant on parle de révolution? Pourquoi est-ce que c'est le mot à la mode aujourd'hui? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être parmi vous. Merci à Yacine pour son invitation et à toi, mon cher ami, pour ta modération à cette révolution digitale. Elle n'est pas datée d'hier.
ça fait 20 ans qu'on présage un peu la matérialisation de cette révolution dans son sens révolutionnaire. Mais si on part d'un constat assez simple, sans de simplifier les choses, on se dit que nous tous, dans notre façon d'être, dans notre façon de percevoir le monde, dans notre façon d'interagir avec nos pairs, avec nos façons de consommer, de produire, nous avons fondamentalement changé de par la pénétration de la technologie d'Internet dans nos vies et par rapport à la façon avec laquelle nous adoptons ces possibilités technologiques. J'espère que le son serait meilleur. Oui, ainsi. Moi, je t'entends très bien, Oussama. D'accord. D'une part. D'autre part, toujours selon un paradigme économique en tant qu'entreprise, nos clients ont changé fondamentalement. Leur façon de nous voir, d'interagir, de consommer, de prendre des décisions de travailler avec telle ou telle entreprise a changé. Et le spectre, ou là le tissu économique mondial a également changé dans le sens où le digital a perturbé les chaînes de valeur qui étaient établies, existantes, a intégré des perturbations. Et donc, de nouvelles entreprises, grâce à la technologie, ont pu se positionner sur ces néo-chaînes de valeur en créant des modèles de création de valeur complètement différents de ce qu'on savait. La particularité, c'est par rapport au potentiel de rupture que certaines technologies peuvent garantir. Et ces technologies arrivent à maturation ou sont arrivées à maturation à peine pendant les dernières années. Ils sont en train également d'arriver à un nouveau potentiel qui va ancrer cette réalité révolutionnaire dans notre vie à tous. Le Covid, que j'ai appelé un digital shift, c'est en fait le coup de fouet pour que ça devienne, on va dire, une évidence pour tous. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment cette perturbation économique des différentes chaînes de valeur se profilerait dans une néo-économie mondiale où les grosses chaînes de valeur qu'on connaissait commencent à s'écrouler et qui laissent part à de nouvelles économies régionalisées et de nouvelles spécificités économiques. Ça veut dire qu'on reviendrait de la partie. Oui, Oussama, en fait, moi, le terme de révolution, alors, il y a plusieurs manières de le lire, évidemment. Dans révolution, il y a évolution, évidemment, c'est-à-dire qu'on passe d'un état A à un état B. Mais il y a également la violence du tsunami. En fait, il y a qui dit révolution, fait souvent appel à de la casse. On va casser un ordre établi pour aller vers un nouvel ordre. Il y a des gagnants, il y a des perdants. En fait, le terme révolution, pour moi, est un terme qui est très fort. Et quand tu parles de néo-économie, je comprends qu'il y a des gens qui y sont et il y a des gens qui n'y seront pas. Et donc, et là, j'ai une crainte pour quelques entreprises et je suis heureux pour d'autres. Mais est-ce que c'est le cas? Complètement, complètement. C'est pour ça que je tenais à répondre à ta question relative à une révolution et la violence qu'elle engendre d'un point de vue économique directement. Parce que si je prends l'exemple au Maroc, ça fait des années qu'on fait du digital, que nos entreprises font du digital, mais on ne pouvait pas dire qu'il y avait une vraie économie numérique. On changeait, mais pas au point que ça devienne révolutionnaire, d'un point de vue économique toujours. Mais quand on observe la composition des grosses boîtes dans le monde, ce qui faisait de l'automobile il y a 20 ans, c'était des concessions, c'était des entreprises spécialisées dans l'automobile, par exemple. 10-15 ans plus tard, ça devient des boîtes technologiques d'abord qui vont en fait pour différencier leur type de produit et la valeur qu'ils apportent, ben, ils vont se positionner sur la fintech. Par exemple, toi, mon cher Hazim, tu as Google comme concurrent. Il y a 5-10 ans, c'était principalement des banques. Mais là, on est en train de vivre un momentum dans le sens
où tout ça va s'accélérer. Cette économie mondialisée telle qu'on la connaissait va, je pense, céder la place à de nouvelles zones que j'appelle des nouvelles zones de suprématie digitale, où les Américains ne vont plus être les dominants. On va voir des zones de suprématie côté asiatique avec les spécificités culturelles, techno, réglementaires, etc. Et en Afrique, on a l'opportunité de voir émerger ou la faire émerger une économie numérique régionalisée et une zone de suprématie digitale régionalisée, comme la nouvelle vogue ou la nouvelle tendance, la nouvelle révolution, avec une marge de disruption, avec un champ de disruption et de perturbation de cette chaîne de valeur encore plus fort. Ok, merci. Je comprends que c'est sérieux. Et je vais me tourner vers Aurélien. Et Aurélien, je te pose la question, non seulement parce qu'il y a un décalage de 2 heures entre nous et dans quelques jours, il ne sera plus que d'une seule heure, mais il y a aussi la mer Méditerranée entre nous. Et il y a beaucoup de proximité culturelle entre nos économies, entre nos pays tout simplement, entre nos populations. Est-ce qu'on peut considérer que de l'autre côté de la mer Méditerranée, en Europe, peut-être même, je ne sais pas si tu peux parler aussi de l'Occident outre-Atlantique, est-ce que c'est le même niveau de révolution, c'est le même niveau de violence qui est vécu par les entreprises? Oui, effectivement, c'est le même niveau de violence. Pour vous citer une petite étude qui a eu lieu en 2019 en France, plus de 33% des entreprises sont aujourd'hui conscientes en fait que le manque de digitalisation entraînerait leur disparition dans les 5 ans à venir. Donc ça c'est un constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises sont conscientes qu'il faut aller vers le digital. Et d'ailleurs, si on regarde à l'échelle mondiale, on estime qu'en 2022, on va avoir des investissements d'à peu près 2000 milliards d'euros dans le monde destinés à la digitalisation des organisations. Donc effectivement, avant le Covid, c'était quelque chose qui était ici dans les mentalités, avec une notion de digital qui devient vraiment à l'intérieur des stratégies d'entreprise. Moi, ce que je peux dire, effectivement, c'est le Covid-19 est aujourd'hui un électrochoc et commence vraiment à être un point plus que majeur. On s'est tous rendu compte qu'effectivement, la digitalisation est aujourd'hui une question de survie. Et on l'a vu pendant le Covid-19, c'est-à-dire que sans digitalisation, on ne travaille pas en télétravail, sans digitalisation, on ne peut pas commercer puisque les boutiques sont terminées. Donc effectivement, il y a un vrai électrochoc qui se passe en ce moment. Et je pense que la digitalisation va vraiment s'accélérer avec ce Covid-19. Et je pense que les gens prennent conscience que la digitalisation, au final, est là pour se préparer à un contexte économique qui va être compliqué et qui va être de plus en plus compliqué. Pardon, justement, par rapport à cette prise de conscience particulièrement, les gens se sont réveillés avec violence, j'ai l'impression, pendant le début de cette crise, parce que certaines entreprises avaient plus ou moins conscience de leur, je vais citer un terme qui a été partagé là sur le chat, de leur maturité digitale, de leur même niveau de conscience. Certaines entreprises ne l'étaient pas. Certains services dans l'entreprise ne savaient pas tellement s'ils étaient digitalisés ou pas suffisamment. Et là, on se réveille, c'est tu es digitalisé, tu fonctionnes. Tu n'es pas digitalisé, tu es confiné chez toi. Et tu attends que la vague passe. Et ça a été assez violent parce que des secteurs entiers, des pans entiers de l'économie se sont retrouvés à l'arrêt d'un seul coup, alors que d'autres ont continué à fonctionner exactement comme si de rien n'était. J'ai vu que certaines entreprises ont eu beaucoup de difficultés. Je vois dans un secteur qui est proche du mien. Nous, on a décidé un dimanche soir de nous confiner le lendemain. Le lendemain matin, il y avait sur une centaine de personnes au siège, il y avait une dizaine de personnes qui étaient là pour prendre quelques affaires qu'ils ont oubliées le week-end et les ramener. Et puis, j'ai vu que d'autres qui étaient
des banques, on a l'impression que les banques sont particulièrement digitalisées en avance sur ces points-là, les sièges sont toujours ouverts. Il y a certains services qui ne peuvent pas fonctionner tant qu'ils ne sont pas au siège, etc. Donc cette révolution, encore une fois, cette prise de conscience, des gens se sont réveillés en se retrouvant d'un côté ou de l'autre. Oussama, je voudrais te donner la main pour un mot justement par rapport à cette conscience. Il y a une question qui a été posée sur le chat par rapport à comment savoir si sa propre entreprise est digitalisée ou pas. Et tu as fait déjà une réponse sur le chat. D'ailleurs, je vous invite à aller. Il y a un lien qui a été copié par Oussama qui s'appelle www.maturitédigitale.com. Qu'est-ce que c'est? C'est un diagnostic, c'est un autodiagnostic de la maturité digitale d'une entreprise. Mais avant ça, j'aimerais, juste en complément de ton introduction, apporter les arguments suivants. C'est-à-dire, effectivement, le terme que tu as abordé au début de révolution digitale peut en mesurer l'ampleur, en tout cas, par rapport au sens. Il faut savoir que une transformation digitale, qui rejoint le sens de la révolution, est une transformation d'abord, plus une digitalisation. C'est-à-dire, la transformation digitale, je la définirais en tant que les réflexes structurels chez l'entreprise pour ancrer la recherche d'un niveau de maturité supérieur à partir de son niveau de maturité actuel et de ne jamais s'arrêter. Par rapport à quoi on va atteindre justement cette maturité transformationnelle? Chez Digitancy, nous avons défini un référentiel. Nos experts ont défini un référentiel de la transformation digitale par rapport à 5 axes. C'est-à-dire, c'est la stratégie, management et business model de l'entreprise, à quel point on le transforme et on intègre le mindset digital avant d'intégrer l'outil. Deuxièmement, c'est la culture, organisation et les humains. Troisièmement, c'est le marketing et l'expérience client. Quatrièmement, c'est les technologies. Et en cinquième point, c'est la data et mesure. Et donc, la maturité digitale, c'est le fait d'évaluer sa capacité du moment par rapport à ces 5 axes et bien sûr évaluer sa capacité à atteindre le palier prochain et conduire ce changement. Je ne sais pas si j'ai 2 minutes pour partager une slide. Oui, bien, oui, vas-y pendant que tu le fais. J'en ai profité pour aller voir ce lien, en fait. Je suis allé le voir et je comprends, c'est que je fais mon propre autodiagnostic. En fait, je vérifie moi-même où est-ce que j'en suis. Effectivement. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui. En fait, nous avons, si on devait, en fait, ce que les entreprises doivent faire, c'est se réinventer sans cesse, mais toujours en créant cette valeur. C'est-à-dire, si j'opte pour le premier schéma, je n'ai pas de création de valeur et je pars avec tellement d'incertitudes et c'est pas sûr que mon avion vole, que je puisse créer de la valeur. Par contre, par rapport à un deuxième schéma, c'est qu'à partir d'un stade embryonnaire, j'ai une capacité de très rapidement d'avoir un premier état de maturité. Embryonnaire, certes, mais je suis en train de créer de la valeur. Et avec une itération, des systèmes, enfin plusieurs itérations, j'œuvre pour atteindre cette maturité digitale ultime qui ne s'arrête jamais. Mais l'idée, c'est que je puisse en fait allier cette courbe d'adoption de la technologie, de l'innovation, soit d'un point de vue interne, externe, par rapport à mes clients ou là par rapport au marché. C'est-à-dire comment entamer l'ensemble de ces évolutions, de ces transformations de façon coordonnée qui me permettent de délivrer cette valeur. Ce que nos experts ont évalué, c'est les différents états transformationnels possibles par rapport à nos 5 axes. Ça part de la prise de conscience et la compréhension du management jusqu'au fait de se transformer en un écosystème ou une open company, un écosystème de business model autour de mon entreprise. Donc, ce que nous avons fait, c'est définir ce référentiel d'état transformationnel possible. Derrière, je peux vous dire à quoi correspond chaque état et développer des outils pour pouvoir positionner l'entreprise au niveau de ce référentiel, au niveau de cette matrice, de détecter les écarts qu'elle peut avoir par rapport à ces 5 composants et de pouvoir
la conseiller sur la façon la plus optimale de développer cette maturité digitale en feuille de route, mais selon une cohérence toujours de ces 5 axes, parce que s'il n'y a pas d'alignement, il y a une déperdition qui se crée et notre avion ne vole pas. Donc, en gros, chez Digitancy, pour nous faire de la transformation digitale, c'est développer son niveau de maturité. Et donc, c'est construire un avion qui va pouvoir supporter ce passage d'un univers à un autre. D'accord. Donc concrètement, ce que je comprends, c'est que on parle de révolution, oui, pour sa violence, mais une fois qu'on y est, une fois qu'on a pris conscience, on doit quand même être en évolution permanente. Ça ne s'arrête pas. On a vu le schéma du petit avion, le biréacteur, jusqu'à la super fusée supersonique, etc. Donc il faut prendre conscience du chemin et prendre conscience de l'étape où on est pour avancer. C'est bien ça? Et de la transformation que ça engendre, plus qu'une digitalisation, plus qu'une adoption d'outils qui n'est pas garante de la création de valeur. Mais c'est transformer. En fait, tout à l'heure, tu as parlé d'exemples des banques et de grosses structures en fait, c'est la complexité, c'est pas ne pas adopter des outils pour le télétravail, ça tous on peut les faire, mais c'est d'avoir le mindset, c'est d'avoir les cultures, les engrenages, les process de collaboration et surtout l'alignement avec la stratégie de l'entreprise, avec sa façon de créer de la valeur, qui fait qu'on peut switcher vers cet état. Oui. Je me permets de m'appuyer sur ton dernier mot, c'est celui de la valeur. Pour basculer au second axe, rappelez-vous que nous avions 4 axes. Le premier, c'était la révolution digitale, mais le deuxième, c'est l'expérience client. Et en fait, tout ça n'a de valeur que si ça apporte quelque chose à l'expérience client. Aurélien, évidemment, je sais que tu as un super outil que j'ai vu. Est-ce que au final, tout ça est vraiment, est-ce que l'entreprise qui fait sa révolution digitale, est-ce qu'elle le fait pour se regarder le nombril, pour dire c'est super, j'ai fait ma révolution, comme le voisin, ou alors au final, est-ce que véritablement c'est nécessaire parce que c'est le client qui le demande finalement? Est-ce que la valeur est captée par le client? Oui. Bon, il y a deux choses, hein. Juste pour en revenir, je pense que le monde est choqué aujourd'hui par ce Covid-19. Effectivement, les entreprises sont impactées et on revient un petit peu à l'instinct primaire en disant là, comment je vais continuer à travailler, comment je vais continuer à vendre. Et donc, effectivement, on ne va pas se regarder le nombril, effectivement. On revient vraiment sur de l'essentiel. Sur le parcours client et l'expérience client, aujourd'hui, moi, je suis convaincu que le client cherche autre chose qu'un simple produit, mais plutôt une expérience client et un service associé. Et ça devient quelque chose d'important. Vous avez qu'à regarder, aujourd'hui, si on cherche à se faire livrer de la nourriture, regardez le paquet d'options que vous avez aujourd'hui quand vous faites livrer de la nourriture. Et donc, ce qui va effectivement basculer d'un service ou un autre, c'est tout simplement une application facile à utiliser, une transaction sans obstacle, ou encore une livraison rapide. Donc aujourd'hui, moi, je suis convaincu que cette expérience client va permettre de se différencier de la concurrence et de continuer à vendre. Juste pour une anecdote, en 2019, Amazon a déclaré avoir généré plus de 300 millions de dollars complémentaires associés au redesign d'un seul bouton. Donc, ça présente un petit peu cette expérience client. Hein. C'est aujourd'hui nécessaire pour vendre. Ça devient un élément stratégique qui doit être intégré dans chaque entreprise. D'accord. Alors, on n'a pas toujours l'impression qu'une entreprise digitalisée, oui, tu as donné l'exemple d'Amazon, on peut dire que Facebook, etc. Oui. Mais si je suis une entreprise qui travaille dans le dur, si je suis une entreprise qui interagit avec le client sur des biens, parfois aussi sur du service, évidemment, mais comment est-ce que la digitalisation, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez abstrait pour moi. Donc, comment est-ce que je dis en digitalisant mieux? C'est une question qui peut paraître naïve, mais comment, en digitalisant mieux, j'améliore l'expérience client. Et donc, derrière, je lui crée de la valeur et évidemment, j'obtiens mes 300 millions de dollars pour mon bouton.
C'est pour moi vraiment encore une fois une question de service. Si on prend l'exemple de l'automobile, aujourd'hui on achète une Fiat 500, mais on n'achète pas juste une Fiat 500. On achète les stickers, on achète la personnalisation de la voiture. Et aujourd'hui, c'est ce service que les clients viennent chercher. Et plus forcément la voiture. Ouais. Oussama, tu voulais réagir? En fait, pour répondre à cette question de comment justement aborder ce nouveau client par rapport à de nouvelles expériences, sans forcément mentionner un outil, une façon de digitaliser ou une façon de faire, mais rester en fait dans le correct et dans le valable pour plusieurs modèles d'entreprise. Je dirais, c'est la conception centrée client, c'est-à-dire le business design by UX, concevoir les produits et les solutions business, donc qui ont un potentiel de transformer le modèle économique en mettant le client au centre et concevoir de par ses usages. Donc, une approche et pratique et culture qui vont avec. Mais cela nécessite d'abord une transformation du paradigme, puisque c'est le client qui a le pouvoir. Si on parle de ce principe, juste entre guillemets, je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais par rapport à cette application de Wiqayatuna que notre ministère est en train de développer pour que les Marocains puissent l'adopter, donc gérer de façon souple le déconfinement. Le paramètre qui est assez particulier, c'est que ce sont les citoyens qui ont le pouvoir d'utiliser ou pas cette application. Et donc, dans la façon de faire derrière, ben, ça change le paradigme. Heureusement qu'on l'a compris. Juste pour dire que, en fait, c'est le client qui a le pouvoir de commencer, d'arrêter son parcours, la notion de parcours client, à n'importe quelle étape. Il a de plus en plus d'atouts pour prendre sa décision. Il est ultra informé et il va chercher, comme a dit Aurélien, une matérialisation de perception de valeur et de enchantement de par cette expérience qu'on lui propose. Donc, si je devais, juste pour finir sur cette partie, vous donner deux arguments, serait mettre le client au centre et concevoir pour lui, ce serait de fluidifier son parcours, de réinventer son parcours. Ça passe déjà par définir les points de blocage qu'il peut y avoir sur son parcours et donc de leur apporter des solutions digitalisées. Et c'est là où la digitalisation opère, c'est qu'une fois on a une piste de transformation, l'outil, les possibilités de la technologie viennent combler en fait ou viennent meubler un peu cette forme qu'on achète. Je suis un peu frustré. Ma question, c'est vraiment concrètement, de manière pragmatique, ça veut concrètement, quel est l'outil que je peux apporter? Est-ce que, par exemple, voilà, je vais dire un gros mot. C'est l'omnicanal. Est-ce que, par exemple, parce que j'ai l'impression, moi, en tout cas, de ma propre expérience personnelle, individuelle, je ne parle pas en tant que chef d'entreprise, pour moi, ça me paraît évident que je puisse faire une action de chez moi sur un site web ou d'une application ou en me rendant physiquement ou par téléphone et que tous ces flux-là soient entre eux, soient assez fluides justement et que j'ai le choix. J'ai l'impression qu'en tant qu'expérience client, c'est une histoire de choix qu'il faut respecter. C'est très pertinent justement de placer ce mot choix. Mais comment le faire? Il y a tellement de possibilités. Là, je défends, enfin, je me positionne côté entreprise. Tu as du cross-canal journey, c'est-à-dire le fait de proposer une présence sur des canaux owned, paid et earned, où c'est la première présence, on va dire, sur un dispositif digital par rapport aux clients. Tu as toutes des démarches S-marketing alignées, les commerciaux et les marketeurs autour d'approches de vente B2B qui vont, in fine, permettre à ce client
de vivre une bonne expérience quand on va parler de boîte B2B ou là, de e-commerce. Moi, pour passer par les services de ta société, j'ai besoin que je puisse le faire directement en ligne. Ou là également, tu as parlé d'omnicanal, tu as parlé de Figital. Moi, j'ai envie si je viens chez toi, en fait, que ce soit pour l'expérience, pour le côté engagement et pour avoir des émotions et des éléments de prise de décision pour pouvoir me décider tranquillement à le faire chez moi. C'est d'avoir des usages très définis ou là ce que j'appelle des expériences personnalisées. Par exemple, moi j'aime bien le foot. Je sais que toi, Hazim, tu es Cash Plus, tu fais de la finance. Mais si tu pouvais m'offrir des services qui vont m'engager par rapport à ce que je veux, ça serait intéressant. Enfin, mais quelle est la capacité derrière d'une entreprise à proposer tout ça, à couvrir tout ça? C'est pour ça que je recentre le débat sur ces états transformationnels qu'il va falloir couvrir selon sa capacité, donc selon sa maturité. Et bien sûr, on ne peut pas le faire sans prendre en considération sa culture, sa dimension culturelle, organisationnelle, humaine, et donc sa capacité à piloter ses chantiers par l'humain. Voilà. En fait, tu as répondu à la question de Youssef Akadar qui nous a dit, doit-on s'assurer de maturité des processus de fonctionnement d'une entreprise avant de se lancer dans une stratégie de transformation, ou bien est-ce que, c'est-à-dire je prends en considération, donc tu as répondu et il dit en effet merci. De transformation. On n'entend pas la transformation en one shot. Alors, il y a une question également de Soumia. Aurélien et Oussama, réagissez comme vous voulez, qui pose la question par rapport au contact. Est-ce que la digitalisation peut m'aider à garder le contact et suivre ma relation avec mon client? Et prenons le cas, par exemple, de B2B plutôt que de B2C. Oui, effectivement, le contact va être très largement facilité par les solutions, par toutes ces solutions. Moi, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, sur notre solution, nous proposons un système de chat qui permet de garder le contact. Et aujourd'hui, on se parle avec nos clients comme on se parle au bureau. Donc, effectivement, cette digitalisation entraîne une proximité très forte, pour nous, en tout cas, à l'intérieur de nos services. Sachant que toi-même, tu es dans le B2B exclusivement. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc la digitalisation permet d'ouvrir un canal qui permet de communiquer régulièrement. Tout à fait. Donc et pas forcément à travers un mailing donc il peut y avoir d'autres voies. Tu peux donner des exemples concrets pour que les gens comprennent à quoi ça ressemble être en contact avec un client. Oui, tout à fait. C'est tout simplement, nous, on propose un service logiciel avec des personnes qui utilisent notre logiciel. Et le fait d'avoir à l'intérieur de nos services un système de chat interne permet directement de communiquer avec nos clients. Est-ce que tu as des problèmes à utiliser ta plateforme? Et le client peut également nous poser des questions. J'ai une question sur tel ou tel point. Et donc, ça permet vraiment de garder le contact et d'avoir une proximité avec ce client. Qui est induit par la digitalisation. Sans digitalisation, je pars toujours de mon expérience. J'ai vu sur une application bancaire, par exemple, où pour pouvoir contacter le client, on a un numéro de téléphone sur lequel on clique pour appeler. Et on tombe sur un standard, etc. Et il y a une application de messagerie sur mon compte. Mais j'ai une autre banque au Maroc, je vais la nommer, c'est la CFG par exemple, qui, en fait, je chatte directement avec mon chargé de clientèle. Et je ne tombe pas dans un standard, je tombe sur la dame qui gère mon compte directement. Est-ce que ça, c'est un bon exemple à suivre? Ceci est un excellent exemple pardon. On t'entend. Ouais, c'est un excellent exemple à suivre. C'est pour ça que je parle de transformation et donc le schéma organisationnel de l'entreprise, le fait de replacer ce conseiller client sur son nouveau rôle, effectivement. Parce que son nouveau rôle, il est plus de l'ordre du conseil que de l'ordre du pur transactionnel. Et donc, pour pouvoir mettre en place ces dispositifs, cet écosystème qui va pouvoir satisfaire l'exigence de ce client
qu'on s'est dit que c'est lui qui a le pouvoir, et le pouvoir pas de le faire via un seul canal, c'est-à-dire moi si j'ai envie de le faire via WhatsApp, si j'ai envie de le faire sur ton site, si j'ai envie de le faire sur Messenger, c'est à toi de jouer le jeu et de corréler ça à de la création de valeur. Donc il y a toute une dimension organisationnelle, culturelle, qui est indissociable du chantier de l'expérience client. Si je réponds à cette question très, très pointue en fait, les touch points et d'expérience conversationnelle, ou là, comment je peux entretenir le contact avec mon client. Il y a plusieurs niveaux. Comme je pouvais revoir la matrice de maturité sur l'outil, vous prenez l'axe marketing expérience client, vous avez 7 niveaux de transformation. C'est-à-dire, au début, je peux être présent, un premier niveau de présence en ligne, une première stratégie digitale, et pouvoir offrir cette valeur. Je peux avancer de façon plus sophistiquée et disposer d'une vraie politique ICRM, digital CRM, etc., où derrière, j'ai du lead nurturing. Je peux nourrir l'intérêt de mon client, je peux le scorer et je peux voir quand il est prêt pour le contact commercial à partir de scénarios transactionnels que je mesure. Et donc, je peux dire à un moment où en est mon client par rapport à son engagement en vue de prendre une décision d'achat et d'opérer mes composantes marketing et vente pour pouvoir le servir, ou là, ce dont j'ai fait allusion, le S-marketing. Ou là, si j'avance à un état transformationnel avancé, je peux faire du predictive marketing, du data marketing, c'est-à-dire être régi systématiquement sans interprétation par mes données, et à un moment, mon intelligence artificielle va pouvoir prédire certaines actions. Et ça, c'est corollaire, comme on a dit, à la culture, mais surtout au socle technologie et data qui va pouvoir supporter. Donc, l'équation, c'est comment aligner l'ensemble des composants pour pouvoir faire voler des avions à chaque fois et donc créer cette valeur, que ce soit d'un point de vue client, marché, interne, etc. J'ai entendu, l'une des choses qui m'a le plus intéressé dans ce que j'ai entendu, c'est la partie adaptation, c'est-à-dire je m'ouvre, en fait, j'ouvre les différents canaux, je m'ouvre. Et il y a une question qui est posée de Adil, qui pose la question de l'alphabétisation, qui pose la question, c'est vrai qu'au Maroc, et puis dans plein de pays que l'on appelle pudiquement en voie de développement, il peut y avoir une difficulté d'aller appréhender tous les outils, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aurélien, toi-même, tu as un outil qui est à la disposition de tes clients. Je ne sais pas si tu es sur plusieurs pays. Euh, en tout cas, il peut y avoir effectivement une difficulté si le client n'est pas totalement, n'a pas, voilà, en termes d'études, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, par exemple. Comment est-ce qu'on peut Sûr, mais s'adapter? c'est aussi notre mission de s'adapter, et la digitalisation, pour qu'elle soit acceptée, de toute façon, doit être très simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et d'ailleurs la digitalisation apporte de fabuleux outils pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces outils, comme par exemple l'usage du vocal, est de plus en plus utilisé dans les entreprises sur site, où aujourd'hui on peut utiliser une application et faire une déclaration par le biais du smartphone directement par le vocal. Le digital, dans tous les cas, est simple. Il doit être imagé pour qu'il soit utilisé par tous. Et collaboratif à partir du moment où il est utilisé par tous, dans tous les cas. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a énormément d'outils qui nous permettent de s'adapter à l'ensemble des collaborateurs. Tout à fait. C'est vrai que quand on dit qu'au Maroc, il peut y avoir une fracture numérique ou une difficulté à toucher les outils digitaux, moi je vois souvent des gens avec leur smartphone appuyer sur le bouton vocal de WhatsApp et passer leur message et ça se passe très bien. Et ils vont aller sur Facebook, ils vont regarder les vidéos, etc. Donc ils sont digitalisés finalement. Donc à nous d'adapter l'outil, d'adapter la manière de communiquer. Et encore une fois, on est sur l'adaptation par rapport aux besoins de nos clients. Je rejoins Oussama sur ce point, effectivement.
question qui était posée sur le chat par rapport à nous, Marocains, en l'occurrence. Et donc, je vais aller demander à Oussama d'y répondre. Nous, clients marocains de l'État marocain. Est-ce que l'État marocain, est-ce que le gouvernement marocain, est-ce que les services administratifs au Maroc ont une stratégie de digitalisation? Je sais que tu es... Alors, Oussama, il faut savoir qu'il est membre actif de plusieurs choses, dont l'APB, qui est la fédération justement qui porte les sujets de la digitalisation au Maroc. Pardon. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? En fait, justement, on parle de stratégie Maroc numérique 2013, de stratégie Maroc numérique 2020, avec un certain nombre d'enjeux et de défis. Certains, plus ou moins, on est arrivé à répondre à certains de ces défis, mais pour d'autres, c'est toujours la même histoire. Réduire la fracture numérique, accélérer la digitalisation de l'administration, créer une vraie politique permettant cette nouvelle économie numérique et la création le positionnement du Maroc sur un hub régional, enfin, un certain nombre de choses. Si, pour répondre précisément où est-ce qu'on est la digitalisation de IGOV, l'ADD, l'Agence de développement du digital, qui est en charge de ce chantier, en fait, elle a fait un travail assez intelligent. C'est-à-dire, on se rend compte de la complexité pour l'administration d'adopter ces outils. C'est une histoire de mindset, de change plus que l'outil. Ce qu'elle a fait, c'est des systèmes mutualisés. C'est-à-dire, le bureau, par exemple, je prends l'exemple du bureau d'ordre digital. Donc, un bureau d'ordre digital, c'est un service avec un parapheur en ligne, avec un outil permettant de digitaliser les processus internes. Ben, tout ça, elle a créé et l'a packagé sur un service, sur par exemple, un référentiel. Et donc, elle a mis à disposition à plusieurs ministères, plusieurs administrations d'un coup. Je pense que c'est une tactique assez intéressante de mutualiser en fait les solutions pour créer justement cette interopérabilité qui manque à l'administration. Au lieu de partir de régler le problème par un angle d'infrastructure et donc nous retrouver à rentrer dans des problématiques d'infrastructure souveraine, cloud, pas cloud, etc. Le faire de façon itérative avec des quick wins via ce dispositif de série d'outils prêts à être adoptés par un grand nombre d'administrations et de ministères. Mais ça, c'est vraiment un tout petit point, ou un point parmi d'autres, par rapport à cette stratégie de transformation digitale du Maroc, qui doit être une transformation du Maroc, où on a du digital first dans pas mal de ses composants. Donc, pour répondre à la question de monsieur, l'ADD fait des choses. Après, nous avons besoin de repenser notre stratégie digitale Maroc dans un climat de réinvention, là, de repenser le modèle économique et de façon participative. D'accord, donc le Maroc n'a pas attendu Covid-19 pour aller avoir une stratégie de digitalisation, mais alors je vais faire le lien avec l'axe suivant, et je voudrais témoigner en fait. Au Maroc, il y a eu crise Covid-19, tout le monde confinement, etc. On est l'un des pays qui est le plus confiné au monde, paraît-il. Et d'ailleurs, des données de Google Maps, d'Apple, etc., viennent confirmer que nous sommes un des pays les plus confinés. Donc, comme quoi la digitalisation vient même pour donner ce type d'informations. Ils savent que vous êtes chez vous. Et ils sont gentils, ils nous renvoient l'information. Alors, par rapport aux aides, il y a plus de 4 millions de familles qui ont été aidées. Donc, l'État a décidé d'aider financièrement, d'apporter des aides directes. Et les personnes étant chez elles, d'habitude, le Maroc avait l'habitude, il faut passer à Al-Muqata'a, il faut passer à tel service administratif, il faut tel document, etc. Et bien, le Maroc a réussi en quelques jours, c'était vraiment en quelques jours, à mettre en place un processus
totalement digitalisé de bout en bout, en commençant par je vais sur un site web, j'envoie un SMS, je reçois un SMS, je confirme, etc. Le tout sans bouger de chez soi. Et le Maroc a prouvé qu'il a été capable effectivement d'agir, je ne voulais pas dire de réagir, en tout cas d'agir et d'exploiter la digitalisation. Alors, l'axe suivant, il s'agit de l'axe 3, on parle des processus opérationnels. J'ai envie de vous poser une question provocante. Est-ce que je vais digitaliser un processus opérationnel, donc je prends un peu de recul par rapport au client. Est-ce que le principal intérêt pour moi, c'est de chasser les charges, c'est de faire du cost killing en fait? Est-ce que c'est ça l'intérêt pour moi d'aller digitaliser? Alors, on peut dire que c'est effectivement une des réponses, hein. L'intérêt de la digitalisation sur l'aspect processus, digitalisation des processus, c'est bien évidemment de réduire les temps administratifs et les tâches administratives. C'est une des réponses, effectivement. La deuxième réponse, c'est plutôt une notion de fluidification de l'information, mais en termes de réduction des coûts, on se rend compte que la saisie et la double saisie de l'information est un point important dans la suppression de tous ces éléments. Donc la digitalisation apporte, oui, une notion de réduction des coûts. Oussama, je ne sais pas ce que tu en penses également, mais je pense que c'est un des intérêts majeurs de la digitalisation. Donc réduction de coûts, fluidification des process. Donc, oui, on va chercher plus d'efficacité. C'est bien ça? Tout à fait. C'est exactement le but. Alors, il y a une question qui se pose sur les processus, et nous-mêmes dans l'entreprise, on se l'est posé. C'est la partie contrôle. C'est-à-dire, moi, chef d'entreprise, j'ai besoin de maîtriser. J'ai besoin de contrôler. Quand les gens sont au travail, je vais regarder derrière leurs épaules. Enfin, les chefs d'entreprise ont souvent ce type de réflexe. Et là, chacun est chez soi. Est-ce qu'on est capable, à travers la distance, de continuer à maîtriser nos processus, de maîtriser la fluidité des processus et j'ai envie de souffler un bout de réponse, ou alors est-ce qu'il faut basculer à je travaille par objectif, tout simplement, et je n'ai pas besoin de faire remplir des feuilles de présence. Si l'objectif est atteint, tout va bien. En fait, merci de poser cette question parce qu'elle est extrêmement importante. On n'a pas vraiment conscience de ça. Et moi, quand je tiens des séminaires par rapport à la transformation digitale, vraiment, je m'attraque la chose suivante, c'est qu'il faut passer une logique de workflow procédural où l'humain n'a pas une importance à prendre la décision. Et souvent, on lui impose une façon de faire. Et donc, on est plus dans c'est-à-dire, on force des personnes données, on est dans le processus et dans l'outil. C'est-à-dire, c'est ça le processus à faire, à suivre, et c'est ça l'outil à utiliser. Et on oublie une chose, c'est que le plus important, ce sont des personnes et des interactions entre eux qui créent de la valeur. Et donc, ça, c'est la définition du manifeste agile, de la philosophie agile, passée des processus et des outils, des personnes et des interactions. Donc, cela, ça suppose que l'entreprise puisse atteindre l'état où on a une collaboration pluridisciplinaire, on a une agilité des processus, on a des processus qui sont portés par les collaborateurs, repensés par les collaborateurs, adaptés à eux et à leur façon idéal de travailler parce que, mine de rien, on marginalise ce point. On est d'accord que l'humain a changé, qu'on a un nouveau client. Ben, on a un nouveau client interne aussi, que le collaborateur est le nouveau client interne. On ne peut pas dissocier sa posture de digital native dans sa vie de tous les jours par rapport à sa posture de collaborateur digital et bien sûr l'état d'esprit qui va avec. Donc, il faut impliquer les collaborateurs pour être au cœur de ce changement organisationnel, s'approprier eux-mêmes leur processus et par la même occasion profiter pour intégrer cet esprit d'innovation pour repenser des processus innovants. Et donc, bien sûr, après, les digitaliser parce que les digitaliser au départ n'a pas vraiment de sens si cette création de valeur n'est pas garantie. Les points de blocage, c'est le manque de culture digitale
en interne, c'est le manque de early adopters, de premiers pilotes qui vont en fait mettre sur le rail le chantier de la transfo en interne avant de pouvoir le diffuser, le scaler, comme je vous ai montré tout à l'heure par rapport au schéma, à la courbe au schéma de Gauss, si vous voulez, qui s'applique également à la dynamique de transformation interne, et sans, bien sûr, que ce soit aligné avec les objectifs du moment. On parle de modèle de transformation du modèle opérationnel, encore plus amplifié par rapport à un contexte de Covid-19. Je vais partager avec vous sur le chat un contenu que Digitantia a créé, où on a qualifié cette conjoncture de digital shift. Et on s'est dit, l'entreprise, elle est face à 3 shifts, un virage à 3 sorties possibles. C'est soit, enfin, il y a des entreprises qui vont rien faire et donc malheureusement qui vont s'éteindre et vont mourir, mais selon l'intensité de transformation à prendre ou là du virage à prendre, et cela est propre à chaque entreprise, c'est soit on est dans l'urgence absolue de repenser et de réinventer son modèle opérationnel, donc ses activités clés, la nature de ces activités, les processus, bien sûr, métier, on a dit que les processus dépendent de la culture des humains, etc. Ils sont dans l'obligation bien sûr d'y intégrer l'expérience client, le modèle relationnel vis-à-vis de son client, parce que ça conditionne, ça régit ce modèle opérationnel autour d'un socle de technologie et de data. Le deuxième virage, selon cette intensité d'urgence, c'est transformer le modèle organisationnel. C'est-à-dire, bien sûr, cela implique le premier niveau, mais là, j'ai une urgence de changer mon schéma organisationnel, de changer la nature des métiers clés dont je dispose, et donc mon environnement de travail avec une digitalisation du parcours du collaborateur de bout en bout. Bien sûr, ça a des prérequis pour atteindre cette finalité. Le troisième virage, c'est repenser le modèle économique carrément. Je suis dans une urgence de me dire, si je fais rien par rapport mon business model, bah, tout risque de s'écrouler. C'est-à-dire que je dois repenser mes produits et services, je dois repenser mes sources de revenus, je dois repenser de façon plus structurelle, je dirais, mon positionnement sur sa chaîne de valeur ou là, ce nouveau positionnement avec des solutions transformantes. D'accord. Ok. Donc, ok. Donc, je comprends que c'est une histoire de culture et de volonté déjà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir la volonté de vouloir s'engager dans ce processus. Et cette volonté, est-ce qu'elle part du patron ou est-ce qu'elle part des collaborateurs? Merci, j'avais oublié un argument très, très important. C'est en fait, tu as parlé tout à l'heure de contrôle. Et ça part d'une rupture du style de management, effectivement. Ça part déjà tout ce qui peut créer de la valeur en termes de digitalisation, en termes de transformation digitale. Si on se met d'accord aujourd'hui sur ce que c'est, sur une transformation, une révolution d'abord, ça part d'une prise de conscience et une compréhension du top management des enjeux, de voir dans des perspectives moyennes comment mon industrie va changer et donc comment je devrais visualiser ma transformation future et de commencer à changer en termes de rupture sur le style de management, sur mes pratiques au quotidien, parce que j'ai beaucoup vu ça au Maroc. J'ai beaucoup travaillé avec des dirigeants d'entreprises qui, oui, ils veulent digitaliser, oui, ils peuvent comprendre que c'est une transformation, mais ils ne sont pas encore conscients du rôle qu'ils ont, eux, à jouer dans tout ça, un rôle d'empowerment, un rôle de facilitateur, un rôle de management par l'exemple. Je fais référence à des startups ou des boîtes que vous connaissez, des géants aujourd'hui qui ont réussi par l'incarnation du top management ou de leur management, de cet esprit et donc de créer une rupture hiérarchique dans le sens où c'est le client qui est le plus important, c'est le collaborateur qui est au service de ce client qui le suit et le management, il vient en dernier en fait, on inverse la pyramide pour empower toute cette structure. Bien sûr, ça passerait par la suite par mettre en place une gouvernance digitale, centralisée, transversale, et un certain nombre de choses, mais je dirais comprendre les enjeux et commencer à intégrer une rupture du style
du management et laisser le collaborateur être au cœur de ce changement organisationnel puisqu'on ne peut pas contrôler. Vous avez vu la blague qui a circulé dès les premiers jours. On a fait une grande avancée dans notre entreprise. Qui l'a décidé? Petit 1, le patron. Petit 2, le département R&D. Petit 3, Covid-19. Et en fait, c'est finalement le marché, c'est finalement les contraintes nous sommes en marche forcée. Il y a une question qui a été posée et je comprends et je vais l'orienter vers Aurélien plutôt et faire le lien, s'il te plaît, avec le quatrième axe, qui est celui du cas du QHSE. En fait, il y a une question qui est posée par rapport aux entreprises. On a l'impression que, c'est Rachida Sadat qui pose la question, on a l'impression que c'est plus facile de digitaliser une entreprise qui rend des services qu'une entreprise qui est dans le dur, dans le fer à béton, dans le produit industriel. On a l'impression que le service est plus facile. Est-ce que tu veux bien nous donner, Aurélien, le cas de digitalisation de processus opérationnels? Le QHSE est aussi un des processus, évidemment, que l'on peut digitaliser. Dans le cas d'entreprises qui travaillent dans le dur, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut faciliter le management? Oui, donc effectivement, chaque entreprise a de nombreux processus. Alors, effectivement, il y a un processus de production qu'on travaille dans le dur. Mais toute entreprise aujourd'hui a d'autres processus, comme les processus ressources qui sont les ressources humaines, qui sont la partie finance, la partie R&D. Et donc, effectivement, à part cette partie processus production, aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent digitaliser les différents processus. Donc, effectivement, il y a une partie QHSE qui est digitalisable, facilement digitalisée. Mais vous allez également pouvoir digitaliser la partie commerce avec tout ce qu'on s'est dit sur la partie expérience, sur la partie CRM. Donc, c'est pas plus compliqué. Le but, c'est vraiment d'avoir un découpage par processus. Une fois que vous avez fait votre découpage par processus, il faut effectivement se concentrer par processus et de savoir comment on peut automatiser ces différentes tâches. D'ailleurs, la partie production est aussi digitalisable dans son mode de gestion. Mais effectivement, une entreprise, je vous donne l'exemple par exemple d'une entreprise qui travaille dans l'acier lourde, qui s'est digitalisée aujourd'hui, a repris après le Covid-19 tout simplement parce que cette entreprise avait digitalisé l'ensemble des processus et notamment l'aspect sécurité. C'est-à-dire qu'en termes d'évaluation des risques, en termes de visite et d'audit terrain, cette entreprise avait digitalisé et donc peut aujourd'hui redémarrer son activité en respectant l'ensemble des gestes barrières nécessaires par la réglementation. Voilà. Donc, à mon sens, on peut digitaliser toutes les entreprises, même les entreprises les plus lourdes. Tout à fait. Notamment dans la partie pilotage? Notamment dans la partie pilotage, dans la partie sécurité, environnement. Tous les processus aujourd'hui sont digitalisés. D'accord. Est-ce que tu veux bien, Aurélien, nous parler de Simaline particulièrement? Oui. J'ai eu la chance de voir une présentation et de voir un certain nombre de démonstrations et on a travaillé sur le sujet. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est un outil qui permet justement de rendre digital et de faciliter le pilotage des processus QHSE. Mais au-delà de ça, l'outil, moi ce que j'en ai vu, c'est qu'il permet aussi de piloter le reste de l'entreprise aussi beaucoup plus facilement. Les réclamations, le coût de la non-qualité, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Tout à fait. Je vais vous partager je me permets de vous partager un petit slide. Je ne sais pas si vous visualisez mon écran. C'est en train d'arriver. C'est bon pour vous? En fait, on a ton écran, mais on n'a pas le slide. Il faut juste ouvrir le slide. Oui, je l'ai ouvert. Alors, je vais juste repartager. Tac. C'est bon pour vous? Ouais. Oui. Oui, donc effectivement, nous Simaline, notre métier est donc de digitaliser les différents processus de système de management de nos clients. Et effectivement, je vous ai mis ici un petit sondage réalisé en mai 2019 que nous avons réalisé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez 76% des entreprises qui fonctionnent encore sur
différents fichiers Excel, fichiers Word, qui utilisent le pack Office pour piloter leurs différents systèmes de management. Alors justement, ce manque de digitalisation, il entraîne de nombreuses problématiques, dont la notion de risque de perte de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la digitalisation vient apporter une sécurité complémentaire sur la gestion des données. Bien évidemment, une inertie dans le traitement des données, puisque aujourd'hui, quand vous fonctionnez sur des systèmes classiques, dans le cas d'un système de management, vous allez avoir de nombreux formulaires papier qui vont mettre énormément de temps à remonter et à être traités. Une notion de perte de temps, et ça, c'est un point également important de la digitalisation, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que la digitalisation vient éviter la saisie de l'information et la ressaisie de l'information, donc c'est un troisième point. Et puis, effectivement, les limites de ces systèmes classiques sont le manque de communication sur les différents systèmes de management. Donc, effectivement, nous avons une solution qui va permettre de digitaliser ces processus QHSE et donc d'apporter trois intérêts majeurs, on va dire. Le premier, c'est une notion de mobilité apportée par la digitalisation, qui va permettre vraiment de faciliter les remontées d'informations terrain. Faciliter les remontées d'informations terrain, c'est quoi? C'est notamment tout ce qui est gestion de non-conformité, qui vont directement pouvoir être déclarées sur le terrain avec de la mobilité, donc du smartphone, avec des notions de prise de photos, des notions d'amélioration également des circuits de déclaration d'événements d'incidents, sécurité, et puis également des notions de mobilité qui vont permettre de pouvoir directement sur le terrain enregistrer des audits internes, des visites de sécurité ou des tests en situation d'urgence. Donc cette mobilité est vraiment un point apporté par la digitalisation qui va permettre de rendre beaucoup plus dynamique le système. Vous avez également des notions de gestion du temps réel qui est important et qui est apporté vraiment par la digitalisation. Donc quand on parle de temps réel, on parle vraiment de temps réel dans l'analyse des non-conformités, des réclamations, mais également de tout ce qui est notion d'accident et d'incident. Le temps réel apporte également des éléments de pilotage de l'entreprise, notamment par le fait d'avoir en temps réel des indicateurs de performance et qui vont permettre d'agir et d'interagir sur les différentes organisations. Et puis, le troisième point apporté par une solution digitale, comme Simaline, c'est bien évidemment la collaborativité. Aujourd'hui, c'est des points qui sont vraiment recherchés par l'ensemble des collaborateurs. Grâce à des plateformes digitales de communication, vous allez directement pouvoir échanger sur des notions de non-conformité, de plan d'action, et donc de réduire les temps de traitement. Ces plateformes apportent également tout ce qui est notion de notification, où vous allez directement pouvoir interagir avec les collaborateurs, et ça, c'est des choses qui sont vraiment recherchées. Pour résumer sur ces solutions, ce que nous pensons chez Simaline, c'est que la digitalisation apporte trois choses qui vont permettre de gagner en compétitivité. Le premier point, c'est les solutions de mobilité qui vont permettre de remonter de l'information terrain de façon automatique. Le deuxième, c'est l'acquisition des données en temps réel. Et le dernier point, qui est bien sûr cette notion de collaborativité et d'échange d'informations. Tout ça participe à la compétitivité de l'entreprise. Voilà. Un petit cas pratique que je voulais échanger avec vous sur la notion de Covid-19. Depuis quelques semaines, on travaille avec nos clients, qui sont aussi bien des PME que des grands comptes. Et on se rend compte aujourd'hui que les entreprises qui ont digitalisé leur système de management QHSE sont les sociétés qui ont redémarré en premier leur activité. Pour vous donner un cas concret sur des exemples de digitalisation, cette digitalisation a déjà permis aux différents collaborateurs HSE des différentes entreprises de continuer à travailler effectivement en télétravail en embarquant leur système de management à l'intérieur de leur cloud. Donc, ce qui va permettre effectivement, vous avez aujourd'hui des responsables QHSE qui sont en dehors de leur entreprise et qui ne peuvent pas travailler sur les systèmes parce que l'information n'est pas disponible. Donc, la digitalisation a permis à ces collaborateurs de pouvoir travailler en amont de la reprise. Vous avez également la notion de mise à jour de l'évaluation des risques, puisqu'effectivement, un système digitalisé va permettre vraiment de mettre en œuvre les moyens de prévention en amont grâce à l'évaluation des risques. Vous avez également les sociétés qui ont redémarré en premier sont les sociétés qui ont pu faire du e-learning avec des modules de formation Covid qu'ils ont pu transmettre à leurs collaborateurs avant
la reprise de leur activité, et ce qui a permis à chaque entreprise donc de communiquer les règles de reprise, mais également d'évaluer leurs collaborateurs sur l'acquisition des connaissances nécessaires à la reprise de l'activité. Vous avez également une notion de signature électronique avec les plans de prévention. Il a fallu remettre à jour l'ensemble des plans de prévention de chaque organisation. Et la signature électronique, effectivement, a permis de faire signer l'ensemble des documents nécessaires aux différentes entreprises extérieures. Et puis enfin, vous avez également la notion de digitalisation de tout ce qui est visite terrain. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui reprennent font des audits de terrain pour savoir si notamment les règles de distanciation sociale sont bien respectées. Et donc, on a pu travailler avec eux sur la mise en place de modules d'audit avec justement les fameuses commandes vocales pour réaliser ces audits de terrain de façon digitale. Voilà. Bon, la digitalisation dans ce contexte Covid-19 a permis de réduire significativement les points de contact, notamment en supprimant tout le papier qui était échangé dans les différents sites de production. Voilà pour une présentation rapide de ce que peut apporter la digitalisation dans une organisation. Super, merci. Alors, juste, tu as d'ailleurs répondu également à une question qui a été posée sur la signature électronique et la sécurité des données personnelles. Effectivement, ça peut être, c'est-à-dire si c'est, ce que je comprends, si c'est mis dans un cadre, oui, ça peut être intéressant. Alors, la signature électronique n'est pas le simple fait de scanner sa signature et de la mettre sur un document Word. Donc, si c'est mis dans un cadre, si c'est mis dans des outils qui le permettent, c'est une bonne chose. Et OK. Alors, on va arriver au terme. On va arriver au terme de ce webinaire. Il est 16h15 et merci beaucoup il y avait plein de questions et parmi lesquelles certaines questions qui ont été des questions insistantes sur la partie CRM. Donc, je comprends, Yacine, qu'il y a peut-être ce sujet-là qu'il faut travailler sur un autre webinaire. Le CRM revient souvent, le contact client est revenu souvent dans les questions. Alors, on a parlé comme la digitalisation était un outil de réduction de la corruption. Oui, ça peut aider. Ça peut aider, mais ce qui réduit véritablement la corruption, c'est la volonté et ce sont les valeurs des personnes. Mais ça peut aider, effectivement. Tous les processus peuvent aider. Alors, il y a une question, j'aimerais terminer avec une question. C'est celle de Onzim qui parle des effets négatifs de la digitalisation. C'est-à-dire, on y va à plein pied là parce que nous y sommes parce que, encore une fois, à marche forcée, Covid-19 oblige. Maintenant, est-ce qu'il y a des effets négatifs? On a parlé de la digitalisation des entreprises, on pourrait parler aussi de la digitalisation de l'éducation chez nos enfants, etc. Mais globalement, est-ce qu'il y a des effets négatifs? Est-ce que vous avez identifié des effets négatifs? En fait, je dirais que les effets négatifs du digital, de la technologie en général, se ressentent à des cadences et des proportions différentes selon les générations et par rapport aux différentes époques que nous avons. Un risque principal qu'on a vu ces dernières années, c'est cette distanciation sociale qui a vu le jour bien avant le Covid par rapport aux différentes générations. Si je parle de génération X, Y et Z, ce que des experts disaient par rapport à la génération Z de par une surexposition à la technologie, c'est que en fait, on vit dans le même monde, mais nous n'avons pas la même perception de ce monde, ni des relations sociales, ni des cercles sociaux en termes de création de valeur. C'est-à-dire, c'est la génération Z est ultra consommatrice de technologie, mais paradoxalement, ils ne produisaient pas autant, et donc on risque de tomber ni des possibilités excusez-moi le terme, d'abrutissement des populations et en fait une domination de la technologie. Si on parle d'intelligence artificielle, on va avoir des possibilités de plus en plus importantes sur nos vies et le risque que ça peut engendrer
de ne pas accompagner cette technologie, ben c'est en être peut-être esclave d'un point de vue de hyperconsommation. Mais il faut dire que nous tous, nous basculons entre ce qu'on appelle le FOMO, the fear of missing out, la peur de perdre une information en fil d'actualité dès qu'on s'éloigne un peu, et le JOMO, the joy of missing out, c'est cette joie un peu que je ressens quand je m'éloigne en fait de la consommation de dispositifs digitaux. Nous faisons tous en train de basculer entre FOMO et JOMO et ça engendre de nouvelles postures psychologiques que nous découvrons et que pendant ce Covid, je suis sûr que plusieurs néophénomènes psychologiques ont vu le jour et vont continuer à voir le jour. Juste pour conclure, par rapport à l'éducation, le risque qu'il peut y avoir, c'est que là, par rapport à notre pays, certes, il y a des plateformes qui ont été mises en place avec du contenu, etc. Il y a des mécanismes de formation à distance qui sont mis en place. Mais par rapport à la nature des jeunes d'aujourd'hui, de leurs réflexes digitaux, du temps qu'ils passent à passer, en fait, c'est histoire de fond et d'expérience pédagogique qu'on leur propose. Au bout d'un moment, ces jeunes, ils vont le ressentir, que le fait de consommer un cours avec un contenu de façon classique, même s'il est même s'il est digitalisé, mais le contenu en lui-même, il est classique. C'est-à-dire que la nature le fond du contenu ne devrait pas être dissocié de la forme, de l'expérience et des mécanismes d'apprentissage. Et je pense pas qu'on soit taillé maintenant à pouvoir répondre à ces enjeux par rapport à l'éducation. Mais si cette période se prolonge, là, on peut voir une vraie fracture par rapport aux mécanismes offerts et la capacité ou la prédisposition des étudiants à consommer les expériences d'éducation qu'on leur propose. Merci Oussama. Aurélien, je voudrais te poser la même question sur les effets négatifs que tu as peut-être constatés ou que toi-même tu imagines. Et juste avant, je vais glisser une question parce qu'elle vient d'arriver à l'instant. C'est est-ce qu'on peut imaginer auditer une entreprise, que ce soit l'audit interne ou l'audit externe, à distance? Là, nous sommes en période de confinement. J'ai besoin de renouveler ma certification ou je suis auditeur interne. Je veux auditer le reste des fonctions. Comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que Simaline, par exemple, peut nous aider ou écoute, c'est mort, on attend le déconfinement et on audite après? On ne t'entend pas, Aurélien. Allô? Oui, c'est bon. Oui, effectivement, il y a des choses qui changent, hein, et effectivement, il y a des audits effectivement internes qui sont faits à distance avec de la visio. Et j'ai même vu à l'intérieur d'une entreprise qui a mis un robot qui se déplaçait, et l'auditeur pouvait se déplacer dans l'usine. Donc, je trouvais ça assez génial. Sur les organismes de certification, bon, effectivement, il y a une notion de mentalité, hein, on n'y est encore pas, mais ça viendra dans les années à venir. Il va falloir attendre encore quelques temps. Sur la notion d'effet néfaste, j'ai plutôt envie de parler de risque-opportunité. Alors, on a parlé beaucoup des opportunités. Sur la notion de risque, celle qui est plus flagrante, effectivement, c'est revenu dans le chat, c'est la notion de sécurité des données, où effectivement, c'est un point qui devient très, très important avec des notions de cybersécurité. Et donc, c'est vraiment un point de vigilance, hein, quand on veut mettre en place la digitalisation. C'est vraiment de se préparer, de se structurer sur tout ce qui est aspect sécurité informatique, effectivement. Ça devient un vrai métier, ça devient un vrai processus dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des responsables sécurité qui sont là, il y a des normes qui sont là pour mettre en place toute la sécurité, notamment la norme ISO 27001. Et donc, pour moi, c'est le point le plus important, la sécurité des données et effectivement la notion de protection des données personnelles. C'est aussi le socle un petit peu de la digitalisation, hein, c'est-à-dire qu'avant de construire de la digitalisation, il faut aussi se poser ces questions-là en amont. Comment je sécurise mes données et comment je sécurise les données personnelles que je stocke et que je traite. D'accord, super. OK.
Il y a encore d'autres questions qui tombent dans le chat qui sont très intéressantes. Et moi, ce que je propose à Yacine, c'est de copier toutes ces questions et éventuellement d'y répondre individuellement après. Et puis, pour certaines questions récurrentes, d'organiser un nouveau webinaire sur le sujet. On a On peut même, juste on a même un audio. de Hicham Douib, peut-être? Alors, justement, en fait, ce que je pense, c'est que, à mon avis, vous devriez prendre contact avec chacun directement pour répondre à ces questions. D'ailleurs, je crois qu'Aurélien et Yacine, vous êtes à la disposition de chacun pour en savoir plus sur Simaline. Et évidemment, Oussama, si vous êtes intéressé par ce que Oussama a présenté par rapport aux solutions de prise de conscience et d'accompagnement sur la digitalisation, je te propose, Yacine, de partager les coordonnées de chacun. Euh, et enfin, par rapport à la question des effets à long terme de la digitalisation, je voudrais vous renvoyer vers une lecture, si vous avez le temps. Là, logiquement, vous avez le temps. Ce sont les livres de Yuval Noah Harari. Je ne sais pas si vous les avez lus vous-même. Homo sapiens, enfin Sapiens, c'est son premier bouquin. Le deuxième s'appelle Homo Deus et le troisième 21 leçons pour le 21e siècle. Ça en dit pas mal sur le processus en cours. Le processus en cours, voilà. Il est 16h24. Yacine, je voudrais te redonner la main. Mais avant ça, remercier Aurélien et Oussama pour leur disponibilité, pour leur rapport. À titre personnel, j'ai beaucoup appris, merci beaucoup. Et j'ai vu un certain nombre de témoignages dans le chat qui aussi témoignaient de votre générosité en termes d'information. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Voilà, donc, écoute, merci beaucoup, Hazim, pour la brillante modération. Bravo, vraiment. Même en virtuel, tu as su vraiment faire sortir les informations pertinentes des intervenants. Et je remercie beaucoup Oussama vraiment pour la brillante présentation, intervention. Bravo, Oussama, merci beaucoup. Un grand merci à mon partenaire Aurélien. Voilà, merci d'avoir pris de votre temps pour venir partager avec les participants ce sujet d'actualité, digitalisation. Il est au cœur en fait de la stratégie de toutes les entreprises aujourd'hui par retour d'expérience des clients qu'on accompagne dans le cadre des missions de Tenaxia. Aujourd'hui, le digital est devenu un atout compétitif. Je pense que Oussama l'a bien, je dirais, mis en exergue pendant toutes ces interventions. Et donc, la digitalisation sur tous les niveaux, que ce soit sur la partie client, que process opérationnel, que support. Et donc, nous, on a conclu avec le volet qui est HSE, qui est l'objet de notre partenariat avec Simaline et la solution de pilotage qualité, sécurité, environnement. Que nous avons vraiment instauré chez pas mal de clients. Ça a donné un très bon feedback client. Et je pense qu'on a une bonne nouvelle peut-être à partager avec vous. Nous avons passé une année de partenariat avec Simaline. J'en profite pour le remercier pour sa confiance. Et donc, à partir du mois prochain, on va créer la filiale Maroc. Donc, on aura Simaline Maroc avec une équipe dédiée Maroc. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour moi et pour Aurélien pour renforcer notre partenariat et bien évidemment offrir mieux un produit, offrir mieux à nos clients et accompagner mieux nos clients pour assurer une proximité, je dirais, Maroc. Ce qui est intéressant dans ce projet Maroc, c'est qu'on fera de projet Maroc un hub pour l'Afrique. Donc, du coup, il y aura une équipe dédiée Maroc qui va être formée, accompagnée par l'équipe de Simaline Group en France pour qu'on pourra servir l'Afrique par la suite à moyen et à long terme. Donc, voilà, très content de ce webinaire. J'en profite pour remercier tous les participants qui sont venus. Et il y en a des personnes qui sont assistées pendant une demi-heure à 3/4 d'heure et après sont reparties.
Mais je pense qu'on était entre 4 heures et maintenant, on était une centaine de personnes qui ont assisté. Je pense qu'on va conclure avec 38 personnes. Merci pour votre confiance d'être là. Et donc, vivement le prochain webinaire. Je peux annoncer le thème du prochain webinaire, Hazim? Oui, vas-y, je t'en prie. Il te reste encore 1 minute. Alors, le thème du prochain webinaire, ça sera le mercredi prochain à 15 heures aussi. Et ça va être post-Covid-19, quel plan de relance pour sauver nos PME? Et ça va être l'intervenant, c'est Hamid Belfdel, qui est le vice-président général de la Fédération Commerce et Services. Et le webinaire sera modéré par Rachid Halawi, qui est le journaliste éditorialiste de Le Matin. Voilà, donc soyez les bienvenus pour le prochain webinaire. Merci beaucoup, Hazim. Merci, Oussama. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Merci à Et toi. merci, Aurélien. Merci à vous. Merci à tous, c'était un plaisir. À très bientôt. Bye, ciao. À bientôt. Au revoir.